Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle et j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore en confinement. Pourquoi parler de l'enseignement et de la formation à distance? À l'issue de cette période de confinement, vous pouvez être amené à continuer à utiliser l'enseignement à distance pour le combiner éventuellement à du présentiel. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage hybride ou blended learning en anglais. C'est un mode d'apprentissage qui se développe beaucoup. Donc l'enseignement de la formation à distance ou formation en ligne apporte un vrai plus dans l'efficacité de l'apprentissage. C'est ce que nous avons vu dans la précédente vidéo et vous pourrez même être amené à l'intégrer dans votre pratique pédagogique. Pour qu'une formation en ligne ou un enseignement à distance fonctionne, il y a quelques principes à respecter et c'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo. La transmission du savoir va dépendre de la qualité du contenu. Alors, si vous utilisez une plateforme pédagogique déjà existante, avec des vidéos, avec du contenu, évidemment, la réussite dépendra de la qualité des vidéos et de ce même contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez besoin d'un contenu qui contente tous les profils de classe, dont leur profil de compréhension, visuel, auditif, kinesthésique. Ici, quand je parle de visuel, auditif, kinesthésique, c'est dans le modèle des 7 profils d'apprentissage. Ce n'est pas le modèle américain visuel, auditif, kinesthésique qui dit que on mémorise de façon visuelle ou on mémorise de façon auditive. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que je traite sur ce sujet. J'entends beaucoup de formateurs ou d'enseignants qui disent « Ah bah oui, nous avons du contenu vidéo, mais une vidéo n'est pas forcément visuelle. Elle peut être exclusivement auditive, lorsque notamment la personne, l'enseignant, ne fait que parler. » Vous voyez, donc la vidéo n'est pas du tout visuelle, elle est simplement auditive. C'est pas parce que vous vous dites « Ah voilà, j'ai des contenus vidéo, j'ai fait 10 heures de vidéo » que vos élèves vont accrocher. Donc vous pouvez avoir du contenu vidéo et les élèves décrochent si ce contenu n'est pas adapté à leur profil de compréhension. Dans le cas où vous n'avez pas de plateforme pédagogique, donc probablement suite au confinement, donc vous avez vos élèves qui restent chez eux et ils sont obligés d'avoir des cours à distance, le problème pour vous, c'est de créer du contenu ludique et attrayant. Faire un contenu ludique et attrayant, ça prend du temps et c'est le gros problème. Donc vous n'avez pas ce temps à moins de faire un burn-out. Donc le plus simple, c'est de se reporter à des ressources qui existent déjà. Vous avez les ressources de l'éducation nationale, par exemple, vous avez la ressource Ma classe à la maison, mais vous avez aussi des ressources sur YouTube, des chaînes que vous connaissez peut-être, la chaîne par exemple des bons profs, vous avez Dirty Biology, vous avez Nota Bene, la Khan Academy France. Bien entendu, vous pouvez aussi vous référer aux ressources du CNED. Mais le mieux, c'est de demander tout simplement aux élèves de chercher, de sélectionner les ressources vidéo qui leur conviennent. Donc déjà 2 avantages. Déjà vous êtes sûr que le contenu que vont visionner les élèves leur conviendra à 100%. Donc l'objectif de cette recherche de contenu par vos élèves, c'est vraiment d'encourager leur autonomie. Et en plus, vous économisez de l'énergie et du temps. Alors, bien entendu, des fois, il devient utile de créer son propre contenu, notamment dans la correction de l'exercice. Vous ne pouvez pas toujours corriger les exercices en visu comme ça ou à l'oral. Donc, dans la correction de vos cours, vous pouvez utiliser les tablettes graphiques en faisant une capture d'écran de votre ordinateur. Donc c'est relativement pratique parce qu'en fait, c'est un contenu qui est relativement visuel pour ceux qui sont visuels et aussi auditif. Et ce qui est très important, c'est d'expliquer bien entendu le sens pour les profils de type kinesthésique. Donc je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites là-dessus et vos corrections seront transformées en contenu vidéo que les élèves peuvent revoir et revoir. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites cela en direct via un logiciel, via Skype ou via Zoom. Bien quand vous faites la correction, les élèves n'ont pas la possibilité de revoir le contenu. Concevez des modules vidéo relativement courtes, 10 à 15 minutes. Sinon, après, les élèves peuvent décrocher. Je le rappelle, l'attention ne dure guère plus de 20 minutes. Donc le principe numéro 2, c'est garder chaque élève engagé. Donc le désavantage des cours en ligne, c'est relativement passif. L'élève regarde le contenu, évidemment, de façon passive. Donc la solution, c'est de leur demander de prendre des notes. Vos élèves regardent du contenu,
fassent un résumé, créent des fiches, et ainsi ils seront acteurs de leur apprentissage et non pas spectateurs ou simples consommateurs. Et à la fin, eh bien, ils auront des fiches, ils auront fait un résumé. Et par cette pratique-là, ça a un avantage, c'est que vous avez un rappel espacé du contenu. Je refais référence à cette vidéo sur l'oubli. Eh bien, en demandant aux élèves de faire des fiches résumées, ça oblige les élèves à un, réfléchir et deux, à faire un rappel du contenu. Ainsi, le contenu est appris. Autrement, eh bien, les élèves regardent une vidéo, ok, c'est comme en présentiel, hein, donc vous faites votre cours, c'est passé, c'est passé. Alors là aussi, dans la formation en ligne, ils peuvent pas trop tricher, parce que simplement, vous voyez bien que dans les formes de résumé, chacun devra avoir son résumé sur sa feuille. Même à la limite, ils peuvent s'échanger entre les résumés, c'est-à-dire qu'il y a un élève qui fait un résumé, qu'il donne à tous les autres, mais les autres seront obligés quand même d'écrire le résumé. Donc vous pouvez exiger un résumé sur feuille écrite et non sur manuscrite et non pas taper à l'ordinateur. Ainsi, les élèves seront quand même obligés d'écrire quelque chose et donc il y aura un rappel du contenu du cours. Le fait de faire ces résumés, donc ça pousse l'élève à s'engager et à travailler son contenu. Une menace a été détectée. Merde, j'ai pas fait attention. Mon ordinateur est infecté. Peut-être qu'il est contagieux avec ce coronavirus. Enfin, vous savez, le virus espagnol, là. Appelons un médecin. Allô? Oui, j'ai un cas d'infection chez moi. Comment je le sais? Il vient de me le dire. Il dit, vous avez un virus. Non mais, il est bête ou quoi? Faut que je fasse attention. Vous confirmez? C'est bien contagieux. Et moi, j'ai fait comment pour travailler, moi? J'ai pas envie de mourir. Il faut que je fasse du télétravail. Là, il y a un problème, là. Oui, j'ai pas la télé. Ouais, peut-être que je suis trop sédentaire, ça pollue le cerveau. Le principe numéro 3, c'est de savoir être présent pour créer du lien. Alors, cette présence se manifeste par un rappel régulier. Alors, une chose, c'est que si vous n'avez pas réussi à créer du lien avec des élèves dans le cours normal, en cours présentiel, vous ne pourrez pas créer ce même lien en ligne. C'est totalement illusoire. Donc, les élèves dont vous avez perdu le lien en présentiel, vous ne le récupérez pas dans une formation ou dans un enseignement en ligne. Cette présence se fait par un rappel régulier et elle repose surtout sur une fiabilité. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes disponible à telle heure, par exemple de 9h à midi et de 14h à 20h, donc soyez rigoureux, soyez là, soyez disponible quand les élèves vous sollicitent. Donc il vaut mieux donner des plages de disponibilité plutôt réduites et être présent que de vouloir être généreux, de dire oui, je suis là de 9h à minuit et puis finalement vous êtes humain, vous avez une vie et de ne pas respecter ces horaires de disponibilité. Oui, parce que quand un élève vous sollicite à 10h du soir, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'y répondre. Alors attention aussi de ne pas inonder vos élèves de messages et de sollicitations. Tout est une question de dosage, bien entendu, et d'équilibre à trouver. Un danger, c'est l'absence de coordination avec vos collègues enseignants et formateurs. Donc le risque de ça, c'est que vos élèves soient sursollicités par vos collègues. Cette sollicitation demande une coordination. Ça, c'est mon prof de français. Ça, c'est mon prof de technique. Ça, c'est mon prof de dessin. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mon prof de compta. C'est mon prof de gestion. C'est encore mon prof de français, pour savoir si j'ai commencé. Alors là, je suis embêté. Savez-vous que l'on apprend mieux en groupe que seul? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les élèves apprennent d'autant mieux lorsqu'ils ont la possibilité de réfléchir, de travailler ensemble, donc en groupe de 2 ou 3 personnes, sur des concepts, des exercices ou faire des exposés. Et cela fonctionne surtout lorsque les élèves du groupe ont l'occasion de partager et de se soutenir mutuellement. Ceux qui ont des difficultés sont aidés par ceux qui ont compris. Donc ces élèves-là, ceux qui ont compris,
se transforme alors en enseignant ou en professeur. Et ce mode d'apprentissage est extrêmement puissant. C'est la conclusion que tire de ses recherches le professeur et docteur en neuropsychologie Matthew Lieberman de l'Université de Californie. Il indique d'ailleurs que lorsque vous êtes motivé socialement pour apprendre, le cerveau social peut apprendre et il peut le faire mieux que le réseau analytique que vous activez généralement lorsque vous essayez de mémoriser. Donc l'apprentissage de groupe est une clé puissante pour apprendre, bien plus efficace que d'apprendre seul dans son coin. D'ailleurs, Matthew Lieberman va même plus loin. Il indique que si vous apprenez pour enseigner à quelqu'un d'autre, alors vous apprenez mieux que si vous appreniez pour passer un test. Alors comment faire dans l'enseignement et la formation à distance? Comment réaliser ce travail de groupe? On peut imaginer en présentiel un travail de groupe, donc vous mettez les élèves, 2-3 élèves ensemble et vous leur demandez de travailler. Mais à distance, comment cela peut fonctionner? C'est très simple, en développant une communauté via les réseaux sociaux et les forums de discussion. Et les réseaux sociaux et les forums de discussion offrent une occasion d'apprentissage en communauté bien plus puissante et efficace que peut l'être le travail de groupe en présentiel. Personnellement, j'ai fait plusieurs formations en ligne, enfin enseignement en ligne, donc en tant qu'élève, et je peux vous dire que quelque part, la valeur de la formation, la valeur de l'enseignement n'était pas forcément dans le contenu, mais c'était surtout à travers la communauté, le fait de pouvoir interagir avec les autres élèves et surtout de se sentir moins seul devant son écran. Donc je pouvais poser des questions à d'autres personnes, à d'autres participants. Il y avait une forme de synergie, il y avait une forme d'entraide, de solidarité. Ça donnait vraiment la valeur de l'enseignement en ligne. Alors bien entendu, pour que ce soit efficace, il y a quelques principes de fonctionnement qui sont à respecter. Vous savez, quand j'étais petit, on m'appelait Yaourt. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais un peu mou. Un jour, ils ont arrêté. Vous savez pourquoi? Je leur ai dit qu'au bout d'un certain temps, le yaourt développait une certaine forme de culture. En fait, ils n'ont pas compris que c'était culture microbienne, mais moi ça me va. Et il y en a là-dedans. Si vous pouvez utiliser une plateforme pédagogique, un forum de résolution des problèmes ou des forums de discussion sont particulièrement utiles pour développer une communauté d'entraide. Donc chacun des élèves peut poser ses questions et interagir. Votre rôle en tant qu'enseignant ou de formateur, c'est de modérer les discussions et d'apporter des précisions. Et si vous n'avez pas de plateforme pédagogique à votre disposition, et c'est là que vous pouvez utiliser des réseaux sociaux comme les plus célèbres, Facebook, Twitter, et même WhatsApp lorsque vous utilisez le téléphone. Et l'utilisation des réseaux sociaux est en constante évolution et en constante augmentation. Selon l'étude de l'Institut Broadband Search, dans le monde, on passe en moyenne plus de 2 heures sur les réseaux sociaux, soit une augmentation de plus de 62% depuis 2012. Donc autant utiliser ce phénomène à votre avantage pour développer une communauté, ce qui n'est pas du tout possible en présentiel. Dans un exemple concret, c'est l'utilisation de Twitter pour apprendre l'orthographe et faire des dictées. Et oui, on peut apprendre l'orthographe par Twitter, c'est ce qu'on appelle faire des tweetés. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page ressources où je vous mets le lien des tweetés en description et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Par contre, il vous faudra apprendre le maniement des réseaux sociaux si vous ne savez pas trop faire. Alors en fait, c'est assez simple et c'est en plus pour vous une occasion d'apprendre. Vous pouvez même demander à vos élèves qui vous aident. Cela aura le mérite de vous éviter pas mal d'erreurs et d'économiser du temps. Et surtout, cela vous permettra d'enrichir votre relation avec vos élèves. Oui, vous savez que vous pouvez apprendre à faire des dictées par Twitter. C'est les tweetés, dictées. Non, c'est pas ça. Les tweetés, dictées, tweet. Je vais y arriver. Non, mais tweetés. C'est compliqué. C'est dicté par Twitter. Pour gérer votre temps, gardez toujours en tête que l'enseignement en ligne amène surtout une autonomie chez l'élève. Donc, c'est pas la peine de faire le travail à sa place. Évidemment, cette notion d'autonomie est tout à fait relative en fonction des niveaux d'élèves que vous avez. Vous ne pouvez pas exiger la même autonomie à des collégiens qu'avec des lycéens ou même des étudiants qui sont en études supérieures. Donner un ensemble d'attentes explicites pour vos apprenants
et pour vous-même quant à la façon de communiquer et combien de temps les étudiants devraient consacrer au cours chaque semaine. L'université de Stanford recommande qu'une bonne règle de base est 6 heures de temps d'apprentissage productif qui sont utilisés pour des activités telles que la lecture et le traitement de contenu. Pour de nombreux apprenants, il faut parfois 10 heures pour atteindre les 6 heures d'heures productives. Donc demander un retour d'expérience, une sorte de feedback est vraiment essentiel et offre un double avantage. D'abord, vous savez si votre enseignement à distance va dans la bonne direction. N'hésitez pas à demander un feedback même si vous utilisez une plateforme pédagogique. Pourquoi? Car en fait, on se fait souvent piéger par la croyance que si on a une plateforme pédagogique qui fonctionne, eh bien c'est que tout va très bien. Enfin, je peux vous garantir que ce n'est pas forcément le cas. Le deuxième avantage de demander un feedback, votre présence auprès des élèves est beaucoup plus riche que de se contenter de donner des cours et de demander des rendus d'exercice. Comment demander un feedback? Il s'agit avant tout d'être factuel, précis et positif. Ça vous évitera que votre bonne intention ne débouche sur une séance de plaintes et de critiques chez vos élèves. Voici les grandes questions à poser et la forme à donner. Comment votre expérience d'apprentissage à distance pourrait être améliorée? Vous voyez ici, au lieu de demander de ce qui ne va pas, ce qui amène automatiquement vers quelque chose de négatif, demandez ce qui pourrait être amélioré. Précisément, avez-vous besoin d'aide? Là aussi, vous voyez que c'est relativement précis. Et enfin, demandez à vos élèves quelles sont les 3 choses que vous appréciez. En posant cette question sur les 3 choses que l'élève apprécie, vous obligez l'élève à se concentrer sur ce qui a été quand même malgré tout positif. Donc faire attention au biais de négativité. Le cerveau humain a tendance à retenir ce qui est négatif et à oublier ce qui est positif. Le principe numéro 9, c'est de profiter de la formation en ligne ou l'enseignement à distance pour faire découvrir à vos élèves leur façon d'apprendre. Parce que chaque élève est différent et chaque élève a sa propre façon d'apprendre. L'autonomie ne veut pas dire apprendre à se débrouiller, c'est apprendre à se connaître, à se découvrir, de découvrir sa façon d'apprendre et de découvrir sa façon de fonctionner. Donc l'autonomie, c'est pas débrouille-toi et patauge, essaie de t'en sortir. C'est vraiment apprendre à se découvrir, connaître sa façon de fonctionner, connaître sa façon d'apprendre. Les élèves ne peuvent pas le faire tout seuls. Vous ne pouvez pas dire simplement essaie de voir comment tu apprends, essaie de voir comment tu fonctionnes. Donc les élèves ne peuvent pas le faire forcément tout seuls, surtout quand ils sont au collège ou au lycée. Donc vos élèves ont besoin que vous leur proposiez d'outils. Et même si vos élèves sont en supérieur, la plupart du temps, on a besoin d'outils pour savoir comment on apprend. Bien entendu, vous avez les 7 profils d'apprentissage. Alors, vu que j'en suis l'auteur, je prêche forcément pour ma paroisse. Les 7 profils d'apprentissage est un outil qui permet à vos élèves, et à vous-même d'ailleurs, de savoir comment ils apprennent et comment ils fonctionnent. Donc, ils ont ce support et c'est un outil qui donne un repère. Alors, vous n'avez pas que celui-là. Vous avez aussi les intelligences multiples, vous avez aussi la gestion mentale. Et un outil n'est pas exclusif au détriment des autres. Vous pouvez combiner tout à fait ces outils. Vous avez 2 blondes qui jouent aux échecs. Et l'une demande à l'autre que tu as les règles en tête. Et l'autre elle dit pourquoi? Je saigne du nez. Et elle est bonne celle-là. Si vous n'êtes pas une femme, vous pouvez pas comprendre. Cette vidéo se termine. Abonnez-vous à la chaîne et si vous avez aimé, un pouce bleu pour liker. Merci d'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Pour vous notifier que vous avez un guide gratuit à télécharger en description sur la difficulté de l'apprentissage, sur la difficulté pour apprendre, quelles sont les solutions et quel outil pédagogique utiliser.